Bonjour à tous, merci de nous être de plus en plus fidèles et merci à nos invités d'être là pour nous faire une fois de plus partager leur expérience. Alors que leur conjoint venait d'être emporté par la maladie ou par un accident, ou alors qu'elle sortait d'une rupture douloureuse, nos invités ont choisi de se lancer dans une autre histoire pour panser leurs blessures. Cette relation pansement, comme on dit parfois, les a-t-elle soignés? Leur médic amant, en deux mots bien sûr, a-t-il su conquérir leur cœur? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission. Et puis, juste après, nous retrouverons Anthony, Élodie, Sarah et Frédéric dans l'Histoire continue. Ils nous diront où ils en sont depuis leur première visite sur notre plateau. Et d'abord, nous allons saluer Christine. Bonjour Christine. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous pour nous livrer un témoignage qui va remuer quelques souvenirs difficiles pour vous. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez rencontré celui qui allait devenir votre mari? J'avais 14 ans. Avec quel mot décririez-vous la relation que vous avez vécue avec lui? C'était fusionnel. Il avait quel âge, lui? Il venait d'avoir 15 ans. Donc vous vous êtes sortis ensemble assez vite? Oui. Il a été votre alter ego, on peut dire? Oui. Avec une histoire qui s'est construite. Vous êtes restés ensemble pendant combien de temps? 18 ans. Vous avez eu des enfants ensemble? Oui, on a eu 3 enfants. Et puis un jour de décembre 1992, alors que vous étiez chez vous avec vos enfants, qu'est-ce que vous avez appris? Eh bien, on est venu frapper à ma porte et on m'a annoncé qu'il était mort. De quoi? Il a été fauché par une voiture. Donc j'imagine que quand on apprend ça, tout s'arrête, c'est le choc. Plus que ça, j'ai été complètement dévastée. Vous nous avez confié que vous êtes morte en fait ce soir-là, oui. Ah oui. à l'annonce oui. de cette nouvelle. Oui, c'est vraiment un sentiment, même physique, puisque mon corps vivait, mais à l'intérieur, c'était complètement mort. Je respirais, c'est tout. Vous avez fini par tout doucement réapprendre à vivre, et puis il y avait vos enfants Oui. dont il fallait s'occuper, et pour lesquels vous deviez vous battre. Oui. 6 ans après la mort de votre mari, quelle activité avez-vous commencé à pratiquer pour vous changer un peu les idées? J'ai fait de la peinture. Et en allant à vos ateliers de peinture, vous avez fait la connaissance de quelqu'un Oui. qui participait lui aussi Oui. au Oui, cours oui. de peinture? Oui. Qui donnait les cours carrément? Qui donnait les cours, oui. Ouais. Il vous a plu? Il vous a séduite? Sur le coup, non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, c'est vrai que il ressemblait. Était comment physiquement? Alors physiquement, au niveau du visage, il ressemblait beaucoup à Didier. Et ça vous troublait? C'était désagréable au départ. C'était désagréable. Parce que vous dites qu'il ne vous plaisait pas du tout physiquement? Non. Disons qu'au début, non, il ne me plaisait pas. Et pourtant, il ressemblait à votre mari? Au niveau du visage, oui. Oui. Donc vous étiez troublée quand même? Oui, complètement. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est moi qui tourne pas rond. Et puis un jour, j'ai la marraine de mon fils qui est venue avec moi, avec son mari également. Et ils m'ont dit, non, t'es pas folle, il lui ressemble. Et alors, entre vous, vous avez appris à mieux vous connaître? Oui. Il était gentil, sympathique, je discutais bien avec lui. Et puis petit à petit, vous vous êtes rapprochés. Et qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans une histoire avec lui? Eh bien, après le décès de mon mari, quelques années après, son frère est décédé également. Et là, je me suis dit, après tout, tu lui plais, la vie est courte. Vous aviez des sentiments pour lui? Pas de suite, non. Vous vous sentiez bien avec lui? Oui. Super enthousiaste. Disons que maintenant j'ai le recul. C'était ma première relation après Didier, donc je savais pas trop comment ça se passait. Est-ce que vous lui avez avoué que vous n'étiez pas vraiment là quand vous étiez avec lui, que vous aviez votre mari en tête? Vous lui avez avoué tout ça? Non. Vous avez tout gardé pour vous? Disons que c'est avec le recul après que j'ai analysé tout ça.
Le souci, c'est qu'il était marié. Ah bon? Ouais. Donc, c'est pour ça, au départ, je ne voulais pas. Oui. Au départ, je ne voulais pas. Et quand mon beau-frère est décédé, je me suis dit, allez. D'accord. Donc, vous êtes resté longtemps avec lui? 1 an et demi. Et puis, vous avez décidé de le quitter? Oui, il ne voulait pas quitter sa femme. Je dis, moi, je ne veux pas d'une relation comme ça. D'accord. Donc, vous diriez que cette relation vous a fait du bien, vous a un peu... Oui et non, quoi. Alors, oui, pourquoi? Et non, pourquoi? Oui, parce que je plaisais de nouveau. Oui, parce que j'étais capable à nouveau de faire l'amour avec un autre homme que mon mari. Et non, parce qu'il n'était pas libre, parce que... Voilà. Bon. Mais ça vous a réouvert à la vie. Oui. Donc, en ce sens, c'était quand même très positif. Je ne sais pas ce qu'en pense Frédéric, notre spécialiste de l'amour. Oui, tout à fait. Ça a été positif. Puis en même temps, vous êtes à une sorte de croisée des chemins. C'est-à-dire que le deuil n'est pas encore totalement fait. Mais en même temps, on sent qu'il y a l'envie d'être dans la vie à nouveau, d'aimer à nouveau, mais en même temps, en choisissant un homme marié, quelque part, c'est une manière de ne pas s'engager non plus. Donc il y a un confort à ça, et ça indique surtout que le deuil de votre conjoint n'est pas vraiment fait. Je rappelle encore une fois que faire le deuil, c'est pas oublier l'autre, hein. C'est vraiment faire en sorte qu'il occupe dans notre cœur une place qui ne nous empêche pas d'aimer à nouveau, d'aimer profondément et authentiquement. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour oublier un amour perdu? Est-ce que cette idée de prendre un médicament, c'est une bonne idée ou ça dépend des situations? À certaines conditions, parce que c'est quand même assez illusoire de penser qu'on guérit d'une relation par une autre. Le deuil d'une relation prend du temps. Il faut en être conscient. Et quand il reste soit de la colère, soit des regrets, soit du ressentiment ou encore beaucoup de tristesse, les nouvelles relations qu'on peut vivre vont se vivre toujours en référence à la précédente. Donc je pense que, comme vous l'avez très justement dit, c'est une relation passerelle, moi je préfère ce terme, qui permet de passer à autre chose. Ça peut être bien quand on est honnête avec l'autre, quand on lui dit là où on en est, qu'on n'est peut-être pas capable de s'engager tout de suite, mais qu'on a envie vraiment de se guérir et du coup de passer des bons moments. Et comme vous l'avez dit, ça peut permettre de se refaire confiance aussi dans sa capacité à vivre une nouvelle intimité avec quelqu'un, de se revaloriser aussi quand on a vécu une relation très destructrice. Donc ces relations-là permettent ça. Mais je pense qu'il faut être honnête avec l'autre, dire clairement là où on en est, qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt à s'engager à nouveau. Mais par contre, à passer des bons moments et à tenter de passer à autre chose. Alors, on va ouvrir à présent la première partie de notre émission qui a pour titre « Mon amour sur ordonnance », car c'est l'expression qui symbolise le mieux l'état d'esprit dans lequel se trouvaient nos invités lorsqu'elles se sont mises à la recherche d'un homme pansement. Bonjour Odile. Merci. Nous allons découvrir tout au long de l'émission à quoi ressemble votre vie sentimentale depuis quelques années. Mais d'abord, revenons à ses prémices. Sous quels auspices a-t-elle commencé en 1966 ? Eh bien, comme toutes les jeunes filles, en 1966, j'ai rencontré le prince charmant, qui est devenu mon mari, qui est devenu le père des enfants. Et après, c'est un stupide accident. On me l'a rendu mort à la suite des soins. Donc, je suis revenue de la clinique avec ses chaussures et ses vêtements. Et ensuite, il a fallu dire aux enfants. Il a quoi? Il a fallu aller le dire aux enfants. Oui, bien sûr. C'est encore, c'est quelque chose de très... Je vois. C'est pas facile pour des enfants de leur annoncer que leur papa est mort. Et puis après, bon, toute une vie change après. Donc vous aviez quel âge? 29 ans. 29 ans. Et lui, 35 ans. Et vos enfants? Mon plus grand avait 8 ans et l'autre 5 ans et demi. Et ensuite, eh bien, bon, c'est toute autre chose, c'est une autre vie qui arrive. Mon mari avait appartement de fonction, tout ça, donc il a fallu tout laisser. Il faut réorganiser votre vie, d'où, en tant que petite fille gâtée d'une famille nombreuse, je suis revenue vers mes parents et ma famille, et ma belle famille, qui m'ont beaucoup aidée. Et puis après, eh bien, vous élevez vos enfants, hein. Vous allez travailler. J'ai pris un travail de nuit dans les hôpitaux puisque j'étais auxiliaire puéricultrice. Et j'ai pris une jeune fille au père et la vie a continué comme ça pendant
Pendant 11 ans, l'école, le sport, les enfants continuent à grandir. Même qu'ils n'ont plus de papa, ils continuent à grandir. Et il faut qu'ils grandissent bien. Comment vous envisagiez votre vie sentimentale à l'époque? Néante. Absolument. Ça m'effleurait même pas. Ça m'effleurait même pas qu'un jour je pourrais être dans les bras d'un homme. Ça m'effleurait même pas d'avoir quelqu'un chez moi. Donc, pendant combien d'années avez-vous fermé la porte à 11 ans, oui. Jusqu'à ce que mes enfants... mon fils aîné est parti à l'école d'ingénieur, mon autre fils est parti dans l'école où je me suis retrouvée seule à la maison à 41 ans. Et là, vous avez croisé la route d'un homme. Et là, un destin bizarre. Mon papa était fatigué, il était dans un hôpital, et je me suis trouvée très fatiguée en le voyant sortir du bloc, et j'ai dû sortir de sa chambre, et en descendant les escaliers, je me suis trouvée fatiguée, et là, il y avait un monsieur qui montait les escaliers, qui m'a récupérée, et je suis restée 11 ans dans ses bras. Oh 10 ans dans ses bras. Un prince charmant qui vous a accueilli dans ses bras. Exactement. Et qui vous a porté en qui m'a pas laissé remontant tomber par l'escalier. terre, qui m'a pas laissé tomber. Oh, c'est beau. C'est joli. Quoi, vous avez eu un coup de foudre tout de suite? Non. Mais c'était quelqu'un qui était plus âgé que moi. Combien de plus? 20 ans. Et qui m'a sentie très fragile et qui s'est occupé de moi, mais de moi en tant que femme, en tant que petite fille, en tant que tout. C'était pas les premiers temps de rien envisager une relation. Les premiers temps, vous n'envisagiez pas une relation amoureuse avec lui? Non, parce qu'on s'est connus au mois de juillet, et on a été amants et maîtresses qu'au mois de février de l'année d'après. On a appris à se connaître, où c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée moralement. Qui vous a protégée? Oui, parce que je sortais d'un milieu judéo-chrétien où le sexe est un peu tabou quand même, dans cette éducation que j'ai eue. Et lui m'a fait une éducation cérébrale. Le sexe au point de vue cérébral et non au point de vue physique. Il m'a enlevé tous mes tabous. Attendez, alors là, on recommence. J'ai bien compris. Il vous a éduqué sexuellement de manière cérébrale? Voilà. C'est-à-dire, il vous a donné des cours? Bien, du moins, enlever de ma tête tout ce qui pouvait être interdit qu'on nous avait inculpé dans l'éducation judéo-chrétienne. Ah bon, donc... Ah non, je ne peux pas tout vous dire. J'imagine, j'ai quelques idées. Voilà, c'est sûrement les mêmes. Alors, lui, il en était où dans sa vie? Il était marié. Sentimentale? Il était marié quand marié. il vous a recueilli dans ses bras? Oui. Et... ça n'a pas dû vous arranger quand même qu'il soit marié. Si. Comment ça, si? Parce que j'ai eu ma vie de Odile maman et Odile femme. Et ça a été deux parallèles. Ça ne s'est jamais croisé. Et alors, quel est le rapport avec le fait qu'il soit marié? Eh bien, il n'allait pas amener ses valises chez moi. Je ne le voulais pas chez moi. Je ne voulais pas un homme chez moi. Là, donc, en semaine, on se voyait. Le week-end, j'avais mes enfants. C'était parfait. C'est-à-dire, vous pouviez vous épanouir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Sans avoir les contraintes Exactement. de nos relations au quotidien. La bête. Sans avoir les chemises à laver, sans avoir les chaussettes à... Très bien. Est-ce que par moment, vous avez eu envie qu'il quitte sa femme? Jamais. Jamais. Bon. D'abord, ayant souffert de ce que c'est de perdre un mari, je n'allais pas voler Non, jamais. Est-ce que lui a été tenté de le faire? Est-ce qu'il avait des sentiments pour vous? Il disait toujours que j'ai empêché qu'il divorce, ça c'est sûr. La période où on a eu cette relation, je pense que peut-être que son couple était en difficulté, mais je ne lui ai jamais posé de questions. Donc vous avez été une sorte de femme pansement pour lui? J'ai été une femme pansement, et lui aussi. Voilà. Donc vous vous êtes réparés tous les deux? On a passé une bonne période, de bons moments, d'insouciance. Malgré notre âge, on était des enfants, des adolescents. Bon, alors cet homme aura été le premier de vos amours pansements. Vous nous direz tout à l'heure si la liste s'est beaucoup allongée après lui. Sacré Odile, quand même. Bonjour Magali. Bonjour. Pour quelles raisons teniez-vous à nous faire partager votre expérience aujourd'hui? Suite à une rupture sentimentale très douloureuse, j'ai trouvé cette solution d'une autre relation, mais pansement cette fois-ci, pour essayer de guérir
Alors, on va reprendre votre histoire dans l'ordre pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du point de vue que vous défendez aujourd'hui. De qui avez-vous fait la connaissance il y a quelques années? Dans quelle situation se trouvait cet homme à cette époque? C'était quelqu'un qui était en procédure de divorce. Ça faisait à peu près 1 an qu'il était séparé de sa future ex-femme. Et en visitant sa maison pour pouvoir l'acheter, en fait, on a eu pratiquement un coup de foudre. Pourquoi pratiquement? Parce que moi, n'ayant pas trop d'assurance, j'avais flashé un peu dessus, mais voilà, c'est lui qui a dû faire le premier pas. Après, on s'est retrouvés sur Internet. Donc, avant même que son divorce ne soit prononcé, vous vous êtes lancés dans cette histoire, tous les deux. Ouais. Est-ce qu'il s'est engagé? On avait chacun notre logement. On vivait pas ensemble, mais on vivait toujours l'un chez l'autre. Donc, on prenait quand même notre temps, mais c'était idyllique, c'était parfait. Déclaration. Ah oui, des belles déclarations. Il y avait vraiment des sentiments, c'était très très fort. Jusqu'au jour où, alors que vous apprêtiez à signer le bail de l'appartement que vous veniez de choisir ensemble, tout s'est brutalement arrêté. Combien de temps après le début de votre histoire, en fait? À peine 1 an, 11 mois après. Donc, que s'est-il passé juste avant votre emménagement? Donc en fait, on cherchait enfin à vivre ensemble sous le même toit. Et donc on avait trouvé l'appartement et c'était au même moment où son divorce allait être prononcé officiellement. Et je pense qu'il a pris peur, non, c'est ce qu'on m'a dit aussi derrière, il a pris peur de ce nouvel engagement en fait parce que sa femme, du coup, devenait son ex-femme. Et il prenait un engagement avec moi en venant habiter, en habitant ensemble. Et suite à une toute petite dispute de rien du tout, il a voulu mettre fin à notre relation. En vous disant quoi? En disant qu'il avait un doute. Tout d'un coup, il avait un doute. Alors que même pas 1 mois avant, on était partis en week-end ensemble, en vacances. Non, c'était... Difficile. Oui, je ne m'y attendais pas. C'est qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Comment vous avez accusé le coup? Au début, je ne voulais pas y croire. Je me suis dit, c'est impulsif, voilà. Et puis, il y a une journée qui s'est passée, ce qui paraît peut-être pas énorme, mais quand on a mal, c'est très très long. Et puis, j'ai voulu lui parler, je lui ai dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas tout remettre en cause. Moi, je me sentais vraiment anéantie, j'avais l'impression que tout s'arrêtait autour de moi. C'était difficile, très difficile. C'est dur de faire, entre guillemets, un deuil quand on ne sait pas pourquoi on a véritablement été quitté. Moi, je l'ai su après parce que j'ai rencontré un professionnel. Mais à ce moment-là, non, je ne comprenais rien. Donc, si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Parce qu'il vous disait quoi? Que s'il m'aimait vraiment, il reviendrait au bout d'un moment. Mais ça veut dire que je dois attendre, que je dois être dans le doute, qu'il avait besoin de temps, qu'il fallait qu'il clôture d'abord son ancienne vie et puis pour pouvoir peut-être avancer avec moi. Et qu'est-ce qu'il a fini par vous avouer? Il ne me l'a jamais avoué. Le temps est passé et il me disait toujours avoir besoin de temps. Et puis au bout de 3 mois, c'est moi qui lui ai dit il va peut-être falloir que tu prennes une décision parce que là, moi, je me détruis. J'avais perdu 10 kilos en même pas 1 mois. Une décision, c'est-à-dire vous attendiez, pour vous, ce n'était pas encore vraiment terminé? Non, on a toujours l'espoir quand on vous dit d'attendre, qu'il faut attendre. Oui, parce qu'il vous disait d'attendre quand même. Ouais. Il vous maintenait. Même si, je l'ai su après, il était en couple avec quelqu'un d'autre après. Donc pendant ces 3 mois. Donc il me mentait. Et qu'est-ce que vous avez appris en fait depuis? Donc certes qu'il était en couple, mais il a fini par presque vous remercier. Au bout des 3 mois, quand j'ai voulu savoir vraiment où on en était, il m'a remercié pour la relation qu'on avait eue. Parce que grâce à moi, il avait compris beaucoup de choses, que la vie n'était pas qu'autour de ses enfants, autour de son travail, mais qu'il fallait en profiter. En fait, j'ai été une relation pansement pour lui.
Et aujourd'hui, parce que bon, j'ai eu des nouvelles, il a un tout autre mode de vie. Il profite de la vie vraiment pleinement. Qu'est-ce qui s'est passé après ces 3 mois? Comment vous alliez, vous? Très mal, mais il fallait que je garde toujours pareil, le moral pour ma fille, parce que j'étais un peu sur les nerfs tout le temps. Et du coup, j'allais sur Internet pour parler. Au début, je ne cherchais vraiment pas à rencontrer quelqu'un, je ne me sentais pas prête. Puis je parlais avec des personnes et au bout de 7 ou 8 mois, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'intéressait vraiment à moi, à savoir qui j'étais, ce que j'aimais. Et puis là, je me suis arrêtée sur cette personne, en fait. Il s'appelait comment? Nicolas. Alors, vous nous direz tout à l'heure si Nicolas est parvenu vraiment à conquérir votre cœur. Mais d'abord, écoutez bien ces quelques messages de la rédaction, car qui sait, ils vous concernent peut-être. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Lors d'un thé dansant ou d'un bal, vous avez fait une belle rencontre. Depuis, vous vivez une grande histoire d'amour. Vous n'êtes pas prête d'oublier ce coup de foudre sur la piste de danse et vous aimeriez nous raconter cet instant magique dans toute une histoire. Vous avez craqué pour un membre de votre club de danse, mais vous n'osez pas lui déclarer votre flamme. Vous ne vouliez pas aller danser ce jour-là, mais contre toute attente, vous avez rencontré l'amour. Après avoir perdu votre conjoint, c'est dans un thé dansant que vous avez retrouvé l'amour ainsi que votre joie de vivre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Il y a 1 an, nous avions fait la connaissance d'Anthony et Élodie. Demi-frères et sœurs, ils étaient tombés amoureux. Ma mère et son père donc, se sont mis ensemble, donc automatiquement donc, on s'est rencontrés. Quand il m'a avoué ses sentiments, au bout d'un moment, j'ai craqué. Aujourd'hui, nous prendrons de leurs nouvelles dans l'histoire continue. Sarah sera également de retour sur notre plateau. Je regrette absolument pas mon choix et je pense que pour eux, c'est pareil. Nous la retrouverons en images dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. En société, vous aimez vous inventer une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Vous ne pouvez pas vous empêcher de mentir à votre entourage, vous avez besoin d'embellir continuellement la réalité. Vous êtes pris dans la spirale du mensonge et vous ne savez plus comment en sortir. Votre conjoint ou votre enfant souffre de mythomanie et vous ne parvenez plus à gérer la situation. Vous vous êtes fait soigner pour mythomanie et aujourd'hui, les mensonges font partie du passé. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les femmes que nous recevons aujourd'hui traversaient une période difficile sur le plan sentimental lorsque leurs yeux se sont posés sur celui qui, selon elles, aurait pu peut-être leur redonner le sourire. Alors cette relation pansement s'est-elle transformée en une belle histoire ou n'est-elle restée qu'un placebo? Eh bien, c'est ce qu'elles vont nous révéler dans la suite de l'émission. Mais d'abord, faisons connaissance avec Claire, qui est installée face à elle aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour. Pourquoi témoignez-vous de ce côté-ci du plateau? Parce que, d'après ce que je comprends, moi j'étais l'infirmière. À savoir, c'est moi qui venais pour essayer de réparer, de compenser, de penser les maux des hommes que j'avais pu contacter. Alors, infirmière au 2e degré? Au 2e degré, c'est-à-dire leur souffrance intérieure, des souvenirs douloureux pour eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous jetiez votre dévolu sur des hommes en souffrance? C'est ça mon problème. En fait, je les identifiais de loin et de près comme étant dans le champ de mes aptitudes et capacités. Donc, le syndrome de l'infirmière. Voilà. Avec moi, ce sera différent. Voilà.
c'est Moi, ça. je vais savoir m'occuper de lui. Oui. Moi, je vais savoir le sortir Le de ses réparer. névroses. Ça Le marche pas réparer. hein. En général, Ça marche pas. les gens ne changent pas. Les gens ne changent pas. J'étais contente certaines fois parce que j'apportais certaines satisfactions, compensations, des moments de joie, des moments où je pouvais percevoir que je pouvais avoir une action directe et indirecte, même dans leur vie concrète, professionnelle, etc. Donc ils étaient contents, mais le fond, je ne pouvais pas l'atteindre. Et moi, Et est-ce qu'en revanche, eux s'occupaient de vous aussi ou pas? je ne le voyais pas. Peut-être que oui, mais pour moi, je ressentais un déséquilibre. Mais certainement qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce que quelque part, ils étaient reconnaissants de ce que je pouvais faire. Mais je pense que j'étais dans un tel manque, personnellement, que je pensais qu'en apportant beaucoup, ils m'apporteraient également beaucoup. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais En général, on dit que aimer est plus fort que d'être aimé. Oui. Oui, parce que ça, c'est une puissance et une énergie terrible qui vient de loin, hein, des racines qui viennent de loin. Et c'est une puissance... Et pourtant, vous avez l'air d'en avoir assez. Maintenant, oui. Pourquoi? Maintenant, oui, parce que tout simplement, j'ai rencontré un monsieur qui m'a montré que non, qu'il ne fallait pas que je m'occupe de lui, qu'il fallait que j'arrête de penser que je pouvais lui apporter quelque chose d'autre, que je pouvais être quelqu'un d'autre qu'une infirmière. Et ça m'a vraiment vous avez interrogée. rencontré beaucoup d'hommes avec lesquels vous vous êtes comportée comme une infirmière? Ah oui, vraiment. En fait, je crois que c'est plutôt mon cursus amoureux. Et ça dure combien de temps en général? Ça va de quelques semaines à plusieurs années. Le max? 20 ans. Ah oui, tout de même. Oui. Est-ce qu'il y a, Frédéric, un profil type de l'infirmière? Oui, il y a un profil type. Ce sont toujours des personnes en carence affective qui ont eu un manque d'amour dans l'enfance, qui conduit du coup à un manque d'amour de soi et un manque d'estime de soi. Ce sont des personnes qui ont du mal à exprimer leurs besoins et à s'en occuper, qui ont un profond sentiment de solitude et qui pensent ne pas mériter l'amour des autres. Donc ce qui les pousse à se placer dans un système de dépendance affective où ils s'oublient pour guérir l'autre, pour tenter d'obtenir l'amour dont ils ont tant besoin. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Parce que s'oublier ne permet pas de s'occuper de ses besoins affectifs. Donc ça place la personne dans cette dépendance. Et par contre, ce type de relation permet de masquer un syndrome dépressif chez la personne. Le fait de choisir des hommes en souffrance, en difficulté, permet de masquer son propre sentiment dépressif. Parce qu'à un moment donné, c'est valorisant d'être l'infirmière. C'est valorisant de se dire que je suis utile à l'autre et que je peux le guérir. Mais malheureusement, si je reste soignante, je ne peux pas m'occuper de mes besoins de femme. Ça vous parle, Claire, tout ça? Oui, tout à fait. Dans quel contexte Tout à fait. avez-vous grandi? Le manque affectif, ça vous parle aussi? Oui, tout à fait aussi, puisque mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Ils m'ont, entre guillemets, abandonnée à l'âge de 3 ans dans une famille nourricière pendant plusieurs années. Une famille qui a fait ce qu'on appelle de l'élevage, comme on fait de l'élevage animaux. Rendre propre, aller à l'école, mais au point de vue affectif, rien. Enfin, je veux dire, même un chat, on peut le caresser. Là, même pas. J'étais en manque affectif total. Alors, donc aujourd'hui, vous avez rencontré cet homme qui semble... Déjà, comment il est fait pour retenir votre attention, puisque... Il a été attentionné, généreux. Je voyais bien les besoins qu'il pouvait avoir, donc je me suis dit, ça y est, c'est bon pour moi, il rentre dans mon créneau.
je vais l'aider, je vais le soigner, puisque je percevais des tas de choses qui étaient souffrantes pour lui, profondément. Et puis non, il me donne aucune prise, rien. Rien, mais à un point que c'est décontenançant pour moi. Je Comment il suis fait pour ne pas vous donner de prise? Il stoppe mes élans, je dirais, humanistes, je ne sais pas comment on dit, altruistes. Stop, je veux dire, lui, il s'occupe de lui, et toi, fais-toi plaisir, pense à toi, voilà. Peur de se faire envahir, je pense. Peur de se faire envahir. Attention à ce genre de profil. Oui, et puis surtout, cette relation entretient votre système. C'est-à-dire que là, vous avez trouvé un déserteur. Comme vous vous êtes abandonné, vous avez trouvé quelqu'un qui vous tient à distance et qui ne veut pas s'engager et qui, du coup, va confirmer le fait que vous n'êtes pas aimable à vos propres yeux, c'est-à-dire qu'un homme ne s'engagera pas pour vous. Mais en même temps, il vous pousse à vous autonomiser. Et ce qui est votre chemin à vous pour guérir Alors, de ces blessures-là. Donc finalement, il lui fait du bien, quelque part. Il lui fait du bien dans le sens où ça la pousse vraiment au bout de ce système, de prendre conscience à quel point ce système est insatisfaisant pour vous occuper de vos besoins affectifs. Parce qu'en fait, je vais prendre une image, je ne sais pas si ça vous parlera, mais ce système relationnel, c'est comme si en voulant faire des économies, augmenter ces économies, on met de l'argent sur le compte de l'autre plutôt que sur le sien. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche par un moyen détourné à combler son besoin d'amour, mais en mettant tout sur l'autre et en s'oubliant totalement soi. Et ça ne marche jamais. Vous avez besoin de retrouver de la valeur à vos propres yeux, parce que toute votre histoire, c'est l'abandon. C'est vous n'êtes pas intéressante, pas suffisamment pour intéresser vos parents, pas suffisamment pour intéresser des parents nourriciers. Donc, c'est vous de vous donner cette valeur aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous faites un travail pour ça, de vous faire aider, parce que c'est très important. Ce sont des blessures, importantes que vous avez besoin de cicatriser. Parce que là, elles sont à vivre, parce que vous répétez sans fin ces relations-là. Et c'est pour ça que j'aimerais mettre fin à ce scénario, parce que c'est un scénario épuisant. Oui. Et absolument. Je sens que ça ne mène nulle part. Donc il faut vraiment que je change mon comportement. C'est ça, c'est revenir à vous, retrouver de l'autonomie, de la valeur à vos propres yeux. Oui. En plus, cet homme-là, si vous avez envie de continuer à garder un lien avec lui, à mon avis, plus vous serez autonome et en pleine possession de vous-même, plus il sera attiré par vous. Oui, certainement. Possible. Certainement. Probable. Oui, tout à fait. Certainement. Bon, on va avancer avec la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée « Respecter les doses prescrites » et que nous ouvrons avec Odile. Odile, c'est exactement ce que vous faites avec les hommes qui passent dans votre vie. Vous respectez la dose prescrite. Oui. Pas plus, pas moins. Ça dépend qui. Non, mais il y en a eu tant que ça. Je n'ai pas compté. Ah, je suis très mauvaise en mathématiques. Je suis très mauvaise en point-là. mathématiques. Non, oui et non, je ne sais plus. Mais vous les rencontrez où? Ah non, un homme, il faut qu'il vienne à moi. C'est pas moi qui vais à l'homme. Bon. Un homme, il faut qu'il vienne à moi. Bon, sortie, je voyage, j'adore voyager, ça ne me gêne pas. Je suis partie au Kenya toute seule, ça m'a posé aucun problème. Mais dans des voyages organisés? Non, je prends mon avion et l'hôtel et je pars comme ça. Sacré Odile. Et puis bon, et alors, en boîte, j'aime danser, j'adore danser. Donc, en général, les hommes viennent à vous. Oui. Alors, depuis 37 ans, à quel point Jean-René, votre mari, est-il toujours présent dans votre vie? Il est omniprésent. Pas toujours... il est omniprésent à côté de moi. Il vit à côté de moi, c'est lui qui me guide. Peut-être c'est des fantasmes dans ma tête. À côté de vous, en vous presque. C'est ce en que vous, en moi. Frédéric va vous dire que c'est un deuil réussi, ça. Ben, pas tant que ça. Parce que ça ne lui permet... Aujourd'hui, elle multiplie les relations affectives pour combler un manque affectif, mais tout en restant dans le cloisonnement. C'est-à-dire, il y a
ma vie de mère et ma vie de femme d'un côté, mais je ne peux pas réunir les deux pour l'instant. Et sans doute parce que effectivement, Jean-René était encore tellement présent que c'est difficile de penser que vous puissiez vivre une vie, voilà, à la fois de femme et de famille, tout en un. En fait, vous ne vous l'autorisez pas. Je me l'autorise pas et je ne veux pas. Oui. C'était mon amour, c'était mon Jean-René. Mais ça n'enlèvera rien à votre amour. Mais je peux pas donner de l'amour à un homme. Je peux donner de la tendresse, je peux donner du sexe, je peux donner de la joie, je peux donner des bons moments. Je peux aller, ça je ressemble peux sortir. ça ressemble Mais pas l'amour avec son... Non, pas l'amour avec son cœur. Est-ce que vous auriez pardon, mais déjà, si elle arrive à donner tout ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y en a qui, même avec le cœur, ne donnent pas tout ça, j'entends. Est-ce que vous auriez l'impression de trahir Jean-René si c'était le cas, de donner de l'amour à un autre homme? Non. Mais l'amour que j'ai à donner, bon, maintenant, c'est mes petits-enfants, c'est toute ma vie. Même s'ils sont loin, même s'ils sont... Mais l'amour à un homme... Bon, alors vous en êtes où dans votre vie amoureuse aujourd'hui? Elle est bousculée, mais bon, j'ai rencontré un Gilles. Un quoi? Un Gilles, un petit Gilou, qui est mon nounours. Mais un petit Gilles, il est beaucoup plus jeune que vous? Non, pareil. Non, pour une fois du même âge. Et bon, on a une vie ensemble, si on peut dire, en ayant chacun notre... Si demain, je sais où aller, voilà mon Gilou. Où on voyage aussi, où on fait la fête, parce que Gilles adore faire la fête et ça me va très bien. Bon, alors, comment vous la décririez, cette relation que vous avez avec lui? Je peux pas. Vous êtes attaché à lui? Oui. Quand vous ne le voyez pas, il vous manque? Oui. Vous pensez à lui? Oui. Mais oui. Vous êtes bien avec lui physiquement? Oui. Bah, dis donc, je ne sais pas ce qu'il vous faut, vous. Alors, non, c'est quoi l'amour? Non, mais j'ai pas le cœur à lui. C'est pas... C'est mon Gilou. Mais c'est mon ami. Et comment il le sait, enfin, comment il le vit, lui? Il le sait que votre cœur est pris? À ce niveau-là, j'ai toujours été très franche. Mon Jean-René, c'est mon Jean-René. Personne ne fera le poids là-devant, c'est comme ça, c'est à moi, c'est à nous, avec mes enfants, mes petits-enfants, et il y a ma vie à côté. Et Gilles sait que c'est à prendre ou à laisser. Et moi, il me faut une photo de Jean-René à la maison. Il faut que je parle de lui, et voilà. Et oui, j'aime bien Gilles, mais je ne l'aime pas. Mais je l'aime bien. Bon. Je ne sais pas si on arrive à faire la différence. Si, on arrive très bien. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Odile? Parce que déjà, le fait de parler de Jean-René, c'est extraordinaire. Encore grâce à lui, il me fait encore... Vous voyez bien qu'il est là. Puisque je suis là parce qu'il est mort. Donc il revient en moi. Il ne m'a pas laissé, c'est pas possible. Et alors, vous avez vécu combien de temps avec Jean-René en tout? 10 ans jour pour jour. On s'est connus la nuit du 13 au 14 mai 66 et il est mort la nuit du 13 au 14 mai 76. Eh bien, dites donc. Vous l'avez complètement idéalisé, Jean-René? Aussi. Il est vrai que devant la mort, on idéalise, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais quand même, il était exceptionnel. Mais si ça se trouve, vous ne seriez plus avec lui, peut-être. Sûrement. Oui, ça, on ne peut pas savoir. Ouais. Oui, c'est sûr. Peut-être que j'aurais eu une vie beaucoup plus terrible que de vivre sans lui ou vivre avec lui. Chacun le prend comme il veut. C'est quoi votre message, en fait, aujourd'hui? Vous voulez dire quoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vous regardent, qui vous envient drôlement quand même, en se disant... Oui, je sais, je suis une femme enviée, je sais, et c'est quelque chose, jalouser, envier. C'était même il y a très longtemps un prêtre qui me l'avait dit, qu'en étant une jeune veuve, que j'allais avoir beaucoup de conflits, parce qu'effectivement, une femme seule, vous êtes une femme dangereuse. Donc il faut absolument faire attention, suivant avec qui vous êtes, mais on peut vivre. On vit autrement, on vit avec ou on vit sans lui, on vit avec sa tête, avec son cœur, peut-être, et tout le reste. Et tout le reste. Alors Frédéric, quel regard portez-vous sur la façon dont Odile prend de l'affection?
à dose homéopathique. Oui, Sauf que quand même, hein, oui, c'est- sauf que elle comble son manque affectif, hein, le manque d'une relation de couple, mais en fait, elle ne veut pas vraiment faire le deuil de la relation à Jean-René et du coup s'autoriser à vivre une histoire d'amour avec un autre homme. C'est son droit, mais c'est comme si, quand je vous écoute, vous n'aviez pas encore vraiment accepté qu'il soit Je n'ai mort. jamais vu mon mari mort. C'est ça. Du coup, c'est compliqué de... C'est très compliqué. Ouais. J'arrive Enfin, bon. pas à penser qu'il est parti. Oui. Oui. On sent pas trop quand même. On a l'impression qu'elle a trouvé un bon équilibre. Tout est mis dans des. Vous aimeriez que tout soit réuni. Un équilibre de femme libre, c'est vrai. Oui. Oui, elle a trouvé un équilibre dans son déséquilibre avec Oui. ce deuil impossible, en fait. C'est ça qui est touchant chez vous. Oui, c'est un deuil impossible presque. Vous vous voyez vieillir avec Gilou? Inch'Allah. Je ne sais pas. Il a... je ne sais pas. Oui, peut-être. Peut-être. On a Qu'est-ce quand qu'on même doit vous souhaiter alors? La santé. Est-ce qu'on doit vous souhaiter que votre cœur s'ouvre à nouveau? Non. Elle ne veut pas. Non. Bah alors j'ai envie de dire tout va bien. Hein. Oui. Hein. Enfin, oui. Puis ça peut... Un cœur qui s'ouvre, ok, je conçois, je le comprends, chaque individu est différent, mais il faudrait, pour qu'il s'ouvre, qu'il soit déjà fermé et puis qu'il n'y ait plus rien dedans et qu'on recommence une histoire. Mais moi, il y a toujours Jean-René dedans. Mais non, justement, c'est pas plus rien dedans. C'est faire le deuil, c'est pas oublier l'autre. Il trouve une autre place dans votre cœur qui vous empêche pas d'aimer un autre homme. C'est pas la même chose, effectivement. Les gens croient que faire son deuil, c'est ça, c'est oublier l'autre, mais pas du tout. Il est là, il sera toujours là, il fait partie de votre vie, de votre histoire de vie. Mais on est là pour aimer aussi, pour partager, pour échanger avec les autres. Et je ne pense pas que Jean-René aurait souhaité que vous restiez fermés à l'amour. Je ne crois pas. Non, mais j'ai une vie quand même. Hein. Bah, oui, on a bien compris. J'ai une vie. Et puis c'est pas une trahison que d'aimer à nouveau. Non, pas du tout. Non, mais je ne pense pas trahir. Je peux trahir autrement. J'ai peut-être trahi d'autres personnes, mais je ne trahis pas Jean-René. Ça, non. Non, mais non. justement, c'est pour ça. Non. Lui, je sais que je ne l'ai pas trahi. Il est peut-être comme il voulait que je sois. Est-ce qu'un couple, c'est vraiment l'aboutissement d'une vie? Pas obligé. Est-ce qu'il faut être un couple pour être quelqu'un? Je sais pas, moi. Je pense pas. Je pense pas. Magali, pour oublier un homme qui vous avait quitté du jour au lendemain et dont vous étiez éperdument amoureuse, vous êtes inscrite sur un site de rencontre. Vous avez fait la connaissance de Nicolas, un homme gentil dont la principale qualité était de vous aduler, de s'intéresser à vous et donc de vous donner confiance en vous, de vous redonner confiance en vous. Confiance complètement, pas entièrement, mais je me sentais... je me sentais belle, je me sentais... Apaisée. Ouais, carrément, apaisée. Parce que il me mettait dès le départ sur un piédestal, comme si j'avais pas de défaut. Et ça vous a plu? Ça vous a agacé? Alors au début, c'est plaisant, c'est comme des compliments qu'on vous fait. Mais au fur et à mesure du temps, ça a été autre chose. Au bout d'un moment, c'est étouffant. Est-ce que vous avez éprouvé des sentiments pour lui au bout d'un moment? J'ai pensé éprouver de l'amour, mais avec le recul, je sais que c'était, pour reprendre le terme, je l'aimais bien. C'était... Vous êtes lancée dans une histoire avec lui? Oui, je me suis lancée dans une histoire avec lui, très rapidement même. Puisque par rapport à mon ex, je ne pouvais plus du tout supporter l'environnement dans lequel j'étais. J'avais trop de souvenirs. Dès que j'allais quelque part, je me sentais blessée. Donc, tout me rappelait en fait mon ex. Et il fallait que je parte loin. Et cette personne habitait loin de chez moi. Donc, un mois après notre première discussion, 15 jours après notre première discussion, je l'ai rencontré. Et un mois après, j'ai demandé ma mutation pour le rejoindre, sans savoir où ça allait me mener.
mais je partais loin. Donc vous êtes allé vivre avec lui? Je suis partie vivre avec lui, oui. Et puis, comment ça s'est passé, la cohabitation? Ça s'est bien passé les premiers temps. Et puis, au bout, bon, j'ai tout fait quand même, hein, parce qu'être tout le temps mis sur un piédestal, c'est fatigant. Pour moi, dans un couple, il faut être... non, tout le monde doit être à la même... comment dire on doit... Il y en a pas un qui... équilibre. Voilà, il doit avoir un équilibre, merci. Et puis, mais au bout de 3 mois, j'en pouvais plus. J'ai tout fait, j'ai vraiment eu des gros doutes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis partie? Bon, vous l'aimiez pas du tout, quoi. Je l'aimais bien, mais c'est tout. Pas un amour, non. Ça m'a quand même permis d'avoir une autre vie, hein, ça. Mais ouais, je me suis demandé pourquoi j'étais là. Alors vous avez pris une décision? Non. Parce que ma fille était en classe et je voulais pas encore la changer d'école. Ça faisait que 3 mois qu'on était partis. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, bon, ça se trouve, j'ai des doutes. Et puis, en fait, je ne savais pas où j'en étais. Ça se trouve, j'avais des sentiments. Je savais, non, j'étais vraiment perdue. Je me suis dit, bon, on va partir en week-end et puis on va voir comment ça se passe. Et puis, bon, au retour, c'était toujours pareil, hein. En fait, j'avais vraiment pas de sentiments pour lui. Et j'ai décidé, en lui mentant, d'attendre jusqu'au début juillet pour pouvoir repartir. Et peut-être 15 jours avant mon départ, je lui ai dit que j'avais demandé ma mutation pour revenir là où j'étais. Et je lui ai annoncé que je partais. Donc vous diriez de lui quoi? Que c'était un homme pansement pour vous? C'était un homme pansement parce qu'il m'a quand même permis... on a quand même eu beaucoup de fou rire, et il m'a écouté, il m'a permis aussi de me poser certaines questions sur moi-même. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais, malgré que ça reste un être humain et que je l'ai beaucoup blessé. Il a eu du mal à s'en remettre. Je ne sais même pas s'il s'en est remis complètement. Quelle a été sa réaction quand vous lui avez annoncé que c'était fini? Il n'a pas compris. Moi, je ne vais pas donner non plus d'explications. En fait, vous avez reproduit ce que vous aviez subi, quoi. Tout à fait. Sauf que bon, j'ai quand même gardé des contacts avec... oui, pareil. J'ai gardé des contacts avec lui pendant 2 mois à peu près, sans jamais lui dire la vérité. Et je pense que je disais que c'était pour lui, pour que ça soit en douceur. Mais en fait, c'était pour moi, c'était pour me déculpabiliser. En fait, la différence, c'est que vous n'aviez pas quelqu'un d'autre dans votre tête. Si? Non, j'étais très heureuse juste avec ma fille. Non. Pour la première fois, la solitude ne me pesait pas. Et pourquoi vous n'avez pas choisi la solitude après votre rupture? Alors pour 2 raisons. Je n'aimais pas être seule. Et parce qu'il aurait fallu que je parte ailleurs, parce qu'il fallait absolument que je parte ailleurs. Mais toute seule, c'est plus difficile. Et alors après, quand vous vous êtes retrouvée seule avec votre fille, vous êtes restée longtemps seule? 6 mois. 6 mois, parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais là, ça a été un coup de foudre. Donc à nouveau, votre cœur a fonctionné. Oui. Mais à la fin, avec Nicolas, en fait, j'ai tourné toutes les pages. J'ai fait tous mes deuils. Comme si tout d'un coup, j'avais de l'oxygène et ça y est, je pouvais enfin vivre ma vie. Vous vous êtes excusée auprès de lui? Enfin, comment ça s'est passé la rupture entre vous? Vous dites qu'il en a beaucoup souffert, qu'il l'a mal vécu? Non, je ne me suis jamais excusée et j'ai même été plus loin parce que ça faisait peut-être 6-7 mois qu'on était séparés. Et il m'a envoyé un petit courrier et il m'a dit qu'il me pensait toujours à moi, qu'il aimerait bien qu'on se voit, qu'on parle. Et moi, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il m'oublie. Donc, je lui ai dit que j'avais quelqu'un d'autre dans ma vie, que j'étais très heureuse et qu'il fallait qu'il fasse de même. Je pense que j'étais brutale, mais je me suis dit qu'il fallait ça pour qu'il m'oublie, quitte à ce qu'il garde comme souvenir de moi quelqu'un de méchante. C'est ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour dire que je ne regrette pas ma relation pansement,
malgré tous les inconvénients que ça m'a causé, puisque ça n'a pas été facile. J'ai dû mentir, gérer, mais ça reste quand même un être humain dont je me suis servie. Et je vais Vous en voulez? Je m'en veux, oui. Je m'en veux quand même. Vous en voulez? Vous culpabilisez un peu? J'aime pas faire du mal aux gens. Et je sais que je lui ai fait énormément de mal. Vous êtes amoureuse aujourd'hui? Je suis amoureuse, mais c'est compliqué. J'ai mes 2 enfants et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi. Alors, un commentaire de Frédéric là-dessus. Après une rupture douloureuse, la solitude ou une relation, c'est difficile de trancher, ça dépend du contexte, des situations. Oui, c'est difficile de trancher, mais si c'est une relation pansement, c'est bien de le dire à l'autre. Qu'on n'est pas prêt à s'engager à nouveau. Et c'est peut-être ce qui a manqué dans votre relation avec Nicolas. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour lui dire... Après, c'est le choix de l'autre de rester ou pas. C'est ça, c'est ça. Mais si je suis capable de dire, j'ai envie d'être en relation, mais pour l'instant, j'ai encore l'autre histoire, il y a encore des blessures, mais j'ai envie d'essayer de passer des bons moments, mais je ne suis pas prête pour m'engager. Là, effectivement, on peut aller dans ce type de relation. Mais l'enseignement que vous avez tiré de tout ça, finalement, c'était de retrouver de l'autonomie, de sentir que vous étiez bien seul aussi avec vos enfants et que c'est comme ça qu'on se récupère aussi malgré tout. C'est quand on est capable de comprendre ce qui s'est passé, de prendre sa responsabilité dans l'histoire, de retrouver de la force et puis de sentir qu'on est bien aussi seul. Et du coup, trouver un nouvel élan pour aller dans une autre relation vers une autre personne. Oui, j'ai vraiment découvert qu'on pouvait être heureux seul. Oui. Parce que je connais beaucoup de personnes séparées qui essayent d'aller dans des histoires parce qu'elles ont peur de la solitude. Exactement. Et c'était exactement mon cas. Oui. Mais aujourd'hui, je suis bien. Bon, tant mieux. Christine, 6 ans après la mort de l'homme de votre vie, vous avez accepté d'ouvrir votre cœur à nouveau. Cet homme avait une spécificité, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à votre époux. Au début, vous étiez troublée par tout ça. Et puis progressivement, une relation s'est installée entre vous. Oui. Quel type de relation? Cachée, forcément. Cachée. Et ça ne me convenait pas. Et puis vous l'avez quitté? Oui. Et puis vous avez enchaîné avec quel type de relation? Un homme un peu plus jeune que moi. Et je lui ai dit, écoute, j'ai quitté un tel, mon prof de dessin. Si tu veux, à l'époque, on se vous voyait. Si vous voulez, vous installez dans les starting blocks, si ça vous dit. Je me dis, mais oui. Et j'en revenais pas parce que c'était pas du tout mon style de faire ce genre de proposition. Et puis c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien, qui était sympathique. Et puis ça s'est fait comme ça. Bon, il vivait avec quelqu'un. Et je lui ai dit, on a fait un espèce de contrat. Si je tombe amoureuse de toi, je te le dis. Si tu tombes amoureux de moi, tu me le dis. Et en fin de compte, on a passé 11 ans comme ça, à se voir de temps en temps. Et vous n'êtes jamais tombée amoureuse de lui? Non. Je me suis... je savais qu'il était un peu volage. Mais je l'aimais comme ça. Je le prenais comme ça. Et ça nous convenait bien à l'un et à l'autre. On a passé des moments... Donc en fait, vous êtes interdit quand même une vraie relation avec quelqu'un de libre et de disponible. Oui. Disons que c'est après, avec le recul, je me suis rendu compte que malheureusement, je tombais sur des hommes pas libres. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est vous qui les choisissiez, manifestement. Oui. Enfin, disons qu'on se choisissait mutuellement. Bon, et là, vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis seule, complètement seule. Heureuse de l'être ou vous subissez cette solitude? Non, maintenant je subis. Disons que maintenant, comme je dis, j'ai envie d'être 2. J'ai envie de laver les chaussettes d'un homme. Si.
Autant avant les autres, j'avais pas envie du C'est tout. marrant, c'est pas le souhait que j'exprimerais en premier, moi. Hein. Ben, disons que ça résume tout. Pour moi, ça Ça résume résume tout. la conjugalité. Voilà, tout à fait. J'ai envie d'être deux. J'ai envie d'être deux. Et quand vous êtes deux, vous faites la lessive pour vous et pour l'autre. Donc en fait, depuis 20 ans, Hum. ça fait 20 ans que vous n'en avez pas eu envie finalement. Voilà. Et là, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Ça fait Est-ce que vous aurez l'impression de trahir votre Non, pas du tout. mari? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Disons que Didier est dans mon cœur, il est dans mon esprit. Il y a mes enfants, mes petits-enfants. Mais maintenant, j'ai envie d'être deux. Et de toute façon, vu le métier qu'il faisait, il me disait toujours, s'il m'arrive quelque chose, il faut que tu refasses ta vie. Et franchement, quand il est décédé, j'en avais pas envie du tout. C'était pas... bon, alors vous cherchez un profil particulier? Vous voulez lancer un appel? Non, je veux pas lancer d'appel, mais par contre, j'ai envie d'un nounours. Un nounours? Ah ouais. C'est-à-dire Nounours, un plus grand, protecteur? pas trop grand, non, parce que je fais qu'1m60, donc 1m80, ça m'embêterait de monter sur un escabeau pour lui faire un bisou. Non, non. pas Alors trop qu'est-ce grand. que vous appelez nounours? C'est quel genre un nounours? Un rond. Un rond. Inconfortable. Inconfortable, ouais. Inconfortable. Comme je dis. Voilà, non, comme je dis. Pouponné, pas aimé à Non, pouponner, comme moi. je dis, il y a des hommes qui ont envie de tablettes de chocolat. Moi, je préfère le chocolat fondu. C'est plus sympathique, c'est plus doux, c'est plus tendre pour mettre sa tête. Oh, c'est franchement, vous ne devriez pas avoir de mal à le trouver, celui-là. Hein. Inconfortable. À mon avis, ça court Inconfortable, plus oui. les rues qu'une tablette de chocolat. Hein. Non? Un chocolat fondant. Un chocolat fondant, ouais, j'ai envie d'un Bon. chocolat fondant. Eh bien, quand vous l'avez trouvé, vous venez nous le dire sur notre Absolument. plateau de l'Histoire continue. Absolument, bien On vous sûr. le souhaite en tout cas. Merci C'est gentil, à merci, tous Sophie. pour vos témoignages. Vous êtes la preuve que le cœur a ses raisons, que la raison ignore et que ce n'est pas plus mal, car tout peut arriver. Merci à toutes d'être venues nous voir. C'est toujours avec une grande sincérité que nos invités se livrent sur notre plateau et chaque jour, la famille de toute une histoire s'agrandit. Dans l'Histoire continue, nous vous proposons dorénavant de retrouver toutes celles et ceux qui vous ont particulièrement marqué au fil de l'année. Aujourd'hui, c'est Anthony, Élodie et Sarah qui nous font le plaisir de vous donner de leurs nouvelles. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. On va d'abord commencer avec vous, Anthony et Élodie. Anthony, je me souviens de vos beaux yeux bleus. J'avais eu le plaisir de vous recevoir le 12 octobre 2012 dans une émission intitulée Frères et sœurs et pourtant amoureux. Pouvez-vous nous rappeler en quoi vous étiez concerné par le sujet ? En fait, c'est qu'il y a 16 ans, donc, notre couple est parti d'une famille recomposée. Donc, Élodie est arrivée dans ma vie, on va dire. Et ça a été un peu difficile au début. Donc, alors, vous étiez quasi frères et sœurs, tous les deux. quasi frères, par alliance, donc on va dire, donc par alliance de nos parents. Alors, votre histoire a duré pendant 8 ans. Jusqu'au jour où vous avez finalement mis un terme à cette belle romance. L'année dernière, lorsque nous avions fait votre connaissance, vous aviez rompu depuis 3 ans. Comment les choses ont-elles évolué depuis, pour vous ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. J'avais du mal, je ne pouvais pas lui tenir la main devant eux. Je me suis sentie un petit peu prisonnière du contexte familial. On a dû vraiment gagner notre place dans la famille. Élodie et Anthony avaient 11 et 13 ans quand ils ont fait connaissance. Ma mère et son père donc, se sont mis ensemble, donc automatiquement donc, on s'est rencontrés. Au fur et à mesure, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée et j'ai commencé à le voir d'abord comme un frère en fait. À l'âge de 17 ans, Anthony était tombé amoureux de sa demi-sœur par alliance. Quand il m'a avoué ses sentiments, j'ai pris peur. Est-ce qu'il a su vous conquérir ? Ah, complètement. J'étais sensible à ses actes et ses paroles et puis son entêtement, au bout d'un moment, j'ai craqué. On a été un couple fusionnel, toujours ensemble. Des alliés, quoi. Mais après 8 ans de vie commune, alors que la famille acceptait enfin leur histoire d'amour, Élodie avait quitté Anthony. Les sentiments de mon côté étaient plus confus
Anthony. Donc c'est-à-dire que vous avez pris la décision tous les deux de vous séparer? Voilà, elle a eu le courage, on va dire. Ça fait 2 ans et demi, on essaye de se reconstruire. Comment se présenter? Pas facile, on ne sait pas du tout comment faire. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon ex. Après leur séparation, Élodie considérait à nouveau Anthony comme un frère, alors que lui avait du mal à transformer ses sentiments. J'envisage pas ma vie sans Anthony quelque part, puisqu'il fait partie de la famille, donc, mais j'ai pas de sentiments amoureux. Je me dis, on a beaucoup de valeurs communes. Donc il faudrait la reconquérir. Oui, voilà, je m'y attache. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. 7 mois plus tard, Élodie et Anthony ont de bonnes nouvelles à nous annoncer. Leur histoire a pris un tournant tout à fait inattendu. Ils sont de nouveau en couple. Aujourd'hui, avec Anthony, ça fait déjà quelques mois qu'on s'est remis ensemble. Tout se met en place. Cette nouvelle relation, on veut vraiment qu'elle parte sur des bonnes bases et qu'on soit un couple à part entière et être considéré comme un couple adulte. Pas comme avant, c'est vrai que comme des adolescents étant en couple. 3 ans après leur séparation, Élodie semblait bien décidée à tourner la page. Mais contre toute attente, c'est elle qui est revenue vers Anthony. Ce qui a provoqué le déclic chez moi, en fait, c'est le fait qu'Anthony ait fait une rencontre. Donc là, grosse claque. J'étais vraiment hyper contrariée, hyper retournée. Et là, je sentais un vrai deuil. Et ça, j'avais pas envie, en fait, de le perdre réellement. Je me suis dit, c'est que finalement, quelque part, je l'aime encore. J'étais conditionné à aller de l'avant. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais quand même un sentiment encore pour elle. Le couple a donc décidé d'écrire une autre page de son histoire d'amour, mais de garder quelque temps secrète leur retrouvaille. Quand on s'est remis ensemble, c'est vrai qu'on avait envie d'avoir des moments à nous et qu'aucune personne interfère, que ce soit la famille ou les amis. C'était notre histoire et je voulais que ça reste notre histoire. Voilà, je voulais pas en parler à qui que ce soit, tant que j'étais pas sûre aussi. Et puis, à l'époque, quand on était ensemble, la famille était tellement impliquée, ça a tellement engendré de dommages collatéraux pour eux lors de notre séparation, je me suis dit, j'ai envie de les préserver. C'est un peu lourd quand même à porter, mais je pense que c'est nécessaire pour qu'on se retrouve et se reconstruise. À l'époque de leur rupture, Manon, la sœur d'Anthony, et Claude, le père d'Élodie, ont été sous le choc. L'harmonie familiale a disparu au moment où ils se sont séparés. Ça m'a affecté énormément. J'avais l'impression que tout s'écroulait. J'étais partagée entre mes 2 enfants. Seule Manon a dans un premier temps été mise dans la confidence de leur nouvelle idylle. Anthony m'a présenté les choses comme une histoire qui recommençait, puisque c'était un petit peu dans le secret, le dire à personne. Je me suis dit, bon, c'est pas mal de pas le dire, au moins ils vont se construire tout seuls, tranquillement. Claude, le père d'Élodie, a lui appris la grande nouvelle il n'y a que 15 jours. Je lui ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie. J'en ai pleuré ce jour-là parce que c'est vrai que je lui disais que c'était ce que j'attendais. Et tu l'as fait. Aujourd'hui, le nouveau départ du couple semble même éclipser les blessures du passé. Je pense que leur rupture a été bénéfique pour eux, parce que du coup, ils ont pu se reconstruire ailleurs, faire un petit peu leur vie, faire leur adolescence aussi. Avant, j'avais un regard plutôt paternel. Aujourd'hui, je les vois vraiment comme fille et gendre. Le couple Anthony-Élodie est complètement accepté. Ce sont des enfants vraiment qui méritent d'être heureux. Pour la première fois depuis qu'ils se sont remis ensemble, il y a quelques mois, Anthony et Élodie rendent aujourd'hui visite à leurs parents. Enfin réunis. Ça a été long, hein? Élodie et sa belle-mère Martine, dont elle est très proche, parlent enfin à cœur ouvert de ce nouveau départ.
Déjà dans le fait de pouvoir communiquer sur tout, en fait, se confier tout simplement, la confidence déjà c'était super important. Puisque tu es ma double belle-mère, donc Voilà, oui. tu as un peu le rôle de mère aussi. Notre complicité, je pense qu'elle va être plus grande. Je me sens beaucoup plus libre de te parler et voilà, et t'impliquer finalement. Voilà, du coup, ça va revenir. Ça va être comme avant. Comme avant, Élodie et Anthony et leurs 2 parents respectifs se retrouvent en couple. Un beau week-end. Ouais, pas sous le soleil, Mais presque. ouais, sous l'amour, on va dire. Là, c'est la première fois qu'on se revoit depuis, mais moi, j'ai ce ressenti que vous êtes plus posé. Moi, je suis content voilà, de la réaction, je suis satisfait des tournures que ça prend et ça peut que aller dans le bon sens et que l'avenir, voilà, qu'on soit épanoui dans notre vie de couple et de famille. J'appréhendais quand même les réactions. Bon, je pense que c'est normal, vu ce qui s'est passé auparavant. Je pense qu'on est suffisamment fort et Voilà. puis pour assumer tout. Enfin voilà, puis maintenant il y a la communication. Je nous souhaite juste d'être heureux tous ensemble, tous. Mon vœu le plus fort, c'est que ça marche et que l'aboutissement de mariage dans les années à venir et puis d'enfants. Soutenus par leurs parents, Anthony et Élodie sont à présent plus sereins et se sentent libres de vivre leur histoire d'amour aux yeux de tous. Il fallait qu'ils sentent que ce soit quelque chose de réfléchi, que c'était pas sur un coup de tête, parce que voilà, que les raisons qui nous motivaient aussi, c'était des raisons importantes et justifiées, qui comprennent bien notre choix. On a enfin tout dit, je suis vraiment soulagé en fait. Donc moi j'aurais plus pris le temps encore, mais bon c'est bien, c'est fait, c'est tombé au bon moment. Maintenant le plus important c'est qu'on reparte sur de bonnes bases, qu'on reconstruise ensemble et puis qu'on ait notre appartement et puis qu'on se recrée vraiment notre environnement. On sera quand même détaché des parents et puis mais au moins ce sera vraiment un vrai départ. In my review, I watch you watching the twilight behind the telephone lines with nothing. Bon, vous êtes très émus tous les deux d'avoir vu notre reportage aujourd'hui, émus par votre histoire certainement, mais pas seulement. Oui, effectivement, en fait, j'ai perdu mon papa donc 3-4 jours après le reportage. Donc je suis ici vraiment pour lui rendre un dernier hommage. Donc tous les deux, on est là pour lui rendre vraiment un bel hommage. Parce que c'est notre force dans la vie. Donc c'est vrai que de voir ces images, ça bouleverse. Mais aussi bien positif. Bon, c'est sûr que ça arrive à une certaine douleur, mais c'est que du positif parce qu'au moins il est parti tout en sachant que voilà, on essaie de reconstruire quelque chose qui lui tenait à cœur et on le fait pour nous d'abord et ensuite pour lui, bien sûr, pour les parents. Alors nous avons évidemment une pensée toute particulière pour lui et pour votre famille. Et évidemment, nous avons été très peinés d'apprendre sa disparition. Quel effet ça vous fait de savoir qu'il a eu le temps d'approuver votre relation et le fait que vous soyez retourné dans votre couple? Donc voilà, on est satisfait. C'est vrai que c'est une initiative, on va dire, de lui. Donc tout de suite, il a dit oui pour le reportage. Et c'est vrai qu'il voulait vraiment aller jusqu'au bout. Il était fier. Et donc, c'est vrai ça lui tenait vraiment à cœur. Enfin, voilà, sa réaction, franchement, je l'appréhendais. Et honnêtement, c'est ce qui l'a rendu le plus heureux. Ces derniers moments de vie, il était serein par rapport à nous. Parce qu'il voilà, il s'angoissait énormément pour sa fille, pour moi. Donc, De quoi il est parti? Comment? De quoi il est parti? En fait, un infarctus. Voilà. Il n'y avait pas de signe avant-gardiste. C'était brutal, du jour au lendemain. Alors, on va revenir à l'état où vous en étiez il y a 1 an. Donc, vous aviez décidé de vous séparer. À l'époque, qu'espériez-vous faire comprendre à Anthony quand vous étiez passé sur notre plateau? Ce que j'espérais lui faire comprendre, tout simplement, c'était que vraiment, il fallait qu'on tourne la page une bonne fois pour toutes. J'étais dans cet état d'esprit à l'époque. Donc ça n'a pas marché du tout, en fait. Non, ça n'a pas marché, en fait. Un événement un peu bouleversant a changé la donne. Donc le fait qu'il y ait une autre personne, une 3e personne, dont vous étiez amoureux, Anthony? Amoureux,
on va dire. Vous y avez cru quand même? Oui, voilà, j'y ai cru, bien sûr, j'y ai cru. Et j'avais bien compris le message d'Élodie. Vous avez voulu y croire? Oui, exactement, j'ai voulu bien y croire et par rapport au message d'Élodie à l'émission. Et pourtant, moi, c'était mon souhait, en fait, qu'il aille vers une autre personne. C'est ce que Parce je qu'en voulais. fait, vous l'avez rencontrée après l'émission? Oui, je l'ai cette rencontrée après personne-là. Donc vous avez voulu mettre en application ce qu'elle vous demandait. À la lettre. Et alors vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dès que vous avez appris cette relation? Une grosse claque, vraiment une grosse claque. C'est pas pareil, en fait, de l'envisager. Et le jour où on nous l'annonce, surtout qu'il m'avait clairement dit que depuis la rupture, il retombait donc une deuxième fois amoureux de quelqu'un. Donc c'est quand même assez fort, c'est bouleversant. Et puis il voulait tout de suite officialiser donc, la relation au niveau de la famille. Donc au début, j'ai mis ça sur le compte de la jalousie. Et puis dans le temps, je me suis aperçue que j'avais des sentiments et un attachement bien plus fort que ce que je voulais croire, en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'en fait, vous avez mis combien de temps à réagir? Ah bah très rapidement, hein, franchement. J'arrêtais pas de pleurer pendant des jours et des jours. J'étais vraiment bouleversée, donc je m'en cachais pas. Je le faisais quand même ressentir. Bon, peut-être pas tout, mais quand même, il voyait bien que ça me perturbait. Donc je pense qu'indirectement, ça devait le perturber aussi, un petit peu. Mois, quoi, ça a duré. Et puis j'ai eu plein d'attentions, des choses que d'ailleurs j'avais sûrement enfouies depuis longtemps. Mais toute mon énergie, pour vous. Plein d'attention vis-à-vis de lui. Vous sentiez que... Oui, ça me faisait bizarre. Je dis, ça me faisait vraiment bizarre. Donc ça vous faisait douter? Douter, bien sûr, oui. Donc je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que, voilà, ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir d'avoir une attention comme ça d'Élodie. Vous avez mis au point un plan d'attaque? Plan d'attaque, je dirais pas que c'était calculé, c'était plus dans le spontané et le naturel. D'ailleurs, je me suis découverte une partie de moi-même parce que c'était pas de ma nature de faire ce que j'ai pu faire. Et puis, mais qu'est-ce que vous avez fait de dingue, par exemple? De dingue, c'est de lui faire livrer des cadeaux au boulot, chose que j'ai jamais fait pour personne. Mais ça n'a pas été dans le but de le reconquérir, c'était vraiment dans le but de lui témoigner quand même que toute ma pensée était vers lui et que finalement j'avais un attachement. Vous saviez que vous vouliez le récupérer ou c'était pas aussi clair que ça? C'était pas aussi clair que ça. J'étais partagée, puis je pense qu'on avait besoin de dialoguer, de communiquer sur ça. Beaucoup de parler, c'est vrai, les mails, les SMS, là c'est vrai que... Voilà, mais j'avais peur aussi de briser quelque chose qui s'instaurait pour lui, sachant que là au jour d'aujourd'hui, effectivement on est ensemble, mais on ne connaît pas la fin de l'histoire, donc on ne sait pas si ça va marcher, on va tout faire pour. Mais j'avais une part de culpabilité à faire ce que j'étais en train de faire, puisque finalement, j'ai peut-être pu gâcher quelque chose. C'est pour ça que moi, j'ai bien dit, tu vois... Donc il a bien réfléchi aussi de son côté. J'ai bien mis au courant Élodie, voilà, tu sais ce que ça engage, tu sais ce que l'histoire d'avant... Et l'autre personne, vous lui avez dit quoi? L'autre personne, c'est fini, on va dire... Elle a compris. Alors avec du recul, quel regard vous portez sur votre histoire? Moi je dis, voilà, quand on veut, on peut. Ça c'est une certitude, que ce soit dans tous les domaines. Et c'est vrai que là, bon, ça s'est un peu, on va dire, mis à l'inverse de moi. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. Voilà. Donc ça a dû vous renforcer de vous dire que Élodie a des sentiments pour vous? Oui, c'est ça, il y a des sentiments. En plus, moi j'étais en pleine mutation, donc elle me suit donc, dans sa mutation, donc on déménage bientôt sous 15 jours. Donc vous êtes sûr de vous? Disons qu'on va se donner les moyens et on est sûr de tout faire pour que ça marche. Exactement. Après, on est passé par une phase de rupture, donc voilà, c'est à travailler. Il y a des points positifs, il y a des choses fortes qui se sont instaurées entre nous. Moi, je l'ai toujours dit, je ne vois pas ma vie sans Anthony, même si je dois me séparer par la suite parce que ça ne va pas, d'un côté comme de l'autre, on est liés. Donc, et ça, en fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, après la rupture, ça peut faire notre force dans notre couple. Parce qu'on revient de loin, entre guillemets. Et quel regard vous portez sur votre passage dans notre émission? C'est vrai que la petite phrase à la fin que vous avez dit... Moi? Oui. Oui. Avant Qu'est-ce que ça, j'ai dit, moi? tout le monde... c'est vrai que ça a été... Tout le monde a tilté. Bon, alors, c'est quand J'ai dit quoi, moi? Il faudrait peut-être essayer de se remettre ensemble, essayer de la recourtiser. Ça m'a travaillé, oui, moi. Elle croyait que j'étais de mèche avec vous. Tout à fait. Je pensais que c'était un complot entre vous. Pas du tout. J'ai dit non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai dit ça, moi, ça m'étonnerait. Si. Moi, ça m'étonne pas. Frédéric, quoi? Moi, ça m'étonne pas que vous ayez dit ça. Ah bon. Bon. Et alors, vous en pensez quoi, Frédéric? Qu'est-ce que vous leur dites? Ils sont émouvants tous les deux. Oui, ils sont très touchants et moi, j'y crois beaucoup.
Bon. Très bien. Bah, écoutez, je suis contente alors d'avoir eu une petite prémonition, on va dire ça comme ça. Bah, soyez heureux tous les deux. Merci. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Sarah. Jean-Luc Delarue, Sarah, vous avez reçu le 20 avril 2009 dans une émission intitulée « Méfiez-vous des apparences ». Quelle était votre particularité à l'époque ? Disons que je faisais un métier de chauffeur routier et j'étais féminine déjà à l'époque. Donc c'est vrai qu'on... Vous étiez déjà féminine ? J'étais déjà féminine, voilà. Et alors ? Et en fait, du coup, quand je disais le métier que je faisais à des personnes que je rencontrais, c'était l'étonnement à l'état pur, quoi. C'était vraiment... Pour quelles raisons aviez-vous souhaité témoigner il y a 4 ans ? Pour justement ôter certains préjugés qu'il y avait sur les femmes routières. En fait, pour les gens que je rencontrais, on n'avait pas le droit d'être féminine en étant routière. On ne pouvait pas être mariée, on ne pouvait pas avoir d'enfants. On était forcément homosexuel ou on cherchait en fait des plans d'un soir en faisant ce métier-là. Donc c'était vraiment important pour moi de faire passer un message sur le fait que non, on peut très bien être routière, féminine, avoir une vie stable, être comme tout le monde. Voilà. Alors, avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui, je vous propose tout de suite de regarder un extrait du reportage que nous vous avions consacré. Un poids plume dans un poids lourd. C'est le titre que votre histoire nous avait inspiré en fait à l'époque. Regardez. Je suis chauffeur poids lourd, je conduis un 38 tonnes. À 24 ans, Sarah avait choisi d'exercer un métier atypique pour une femme. C'est un métier passion, c'est un métier que vous avez choisi, vous avez voulu faire? Un métier passion, j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Et pourquoi? Parce que j'ai baigné dedans. Comment ça, vous avez baigné dedans? Mon père était chef d'entrepôt et je venais de temps en temps avec lui au boulot. Ouais. Et il y avait tout le temps les camions qui venaient, qui se mettaient à quai. Et les chauffeurs me faisaient rentrer dans les camions pour me montrer comment c'était. Attention, hein, quand même. Non, pour me montrer comment était l'intérieur du camion, comment c'était quand on roulait. Depuis 3 ans, elle était pleinement épanouie dans son travail. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est l'évasion finalement, la liberté. J'ai l'impression que je suis une autre personne. Je me sens bien, je suis dans mon élément, je fais ce que j'aime et je me sens femme au volant d'un camion alors que c'est un métier considéré comme masculin. Malgré son métier, Sarah était maman de 3 enfants et elle tenait à prendre soin d'elle. J'espère contribuer à faire changer les mentalités. Pour moi, c'est pas du tout incompatible le métier de routier et garder une certaine féminité. Et je veux ni renoncer à mon métier qui est ma passion, ni renoncer au fait que je reste une femme et qu'on a le droit de rester féminine malgré tout. Je fais ce que j'aime, je suis épanouie, je suis bien, tout simplement. Quatre ans après l'émission, Sarah a troqué son camion 38 tonnes pour une voiture familiale avec ses 4 enfants. Kylian, 12 ans, Evan, 6 ans, Alicia, 5 ans et la petite dernière, arrivée il y a 2 ans, Nolwenn. Aujourd'hui, j'utilise ma voiture pour aller à l'école, emmener les enfants, les rechercher, pour aller faire des courses, pour aller au parc avec eux, faire des activités. C'est uniquement pour le petit train-train quotidien que connaît toute femme au foyer. Son ancien métier reste néanmoins présent dans un coin de sa tête. Quand je suis sur la route et que je vois des camions, c'est des moments de nostalgie. C'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. C'est du coup des histoires que je raconte à mes enfants régulièrement. Aujourd'hui, Sarah préfère se créer de nouveaux souvenirs en famille. Attention, c'est Nolwenn qui va pousser. Oui. Je ne regrette absolument pas mon choix d'avoir arrêté mon métier de chauffeur routier parce que justement je passe énormément de temps avec mes enfants et je pense que pour eux c'est pareil, ils sont contents je pense d'aller au parc et autres avec leur maman. Enfin, je sais pas, Kylian, t'en penses quoi toi? Comparé où tu travaillais au camion, c'est mieux. Oui, j'avais pas de temps pour vous. Non. Bah oui. On ne voyait même pas. Oui, c'est vrai. Sarah a trouvé un nouvel équilibre auprès de sa petite tribu. Le bonheur qu'il me procure est 10 000 fois plus grand que ce que me procurait le monde de la route. Et du coup, voilà, on profite les uns des autres à 100% et ça fait de moi une femme épanouie, une maman épanouie et puis une femme au foyer épanouie tout simplement. Je
Et ce bonheur s'est très vite propagé à l'ensemble de la famille. Coucou Loulou, c'était bien le parc? Pour la plus grande joie de son mari, Frédéric. Tu fais le ventre? C'est bon, je peux y aller? D'abord, tu passes les pieds dans l'eau. Elle est bonne? Tourne-toi. Te voir tous les jours, c'est toujours... c'est tout de suite mieux, quoi. Pour ça, maintenant, je suis quand même content que tu aies arrêté la route. Le fait que tu sois à la maison, moi, ça me rassure quand même. Parce que bon, j'ai toujours eu peur, toujours eu la hantise de quand tu pars le soir comme ça, qu'il t'arrive quelque chose, quoi. Un accident. Je me suis demandé, est-ce que je peux continuer à moi m'épanouir dans le métier-là en sachant qu'à la maison, mon mari et mes enfants ont peur pour moi. Et au final, je me suis dit, mince, non, ça ne sera pas possible. J'aurais culpabilisé, je me serais sentie mal. Là, j'en tire quand même une fierté du fait que tu as arrêté la route. Et puis fierté parce que moi, maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on est une vraie famille. Alors on peut dire que c'est une sorte de virage à 180 degrés que vous avez pris. Quel a été le déclic qui vous a incité à changer de vie? C'est l'émission, toute une histoire. C'est pas vrai? Si. Disons que quand on avait fait le tournage à la maison, on avait interviewé mon mari Frédéric. Et en fait, il témoignait un petit peu des angoisses qu'il pouvait avoir lorsque je prenais le camion. À ce moment-là, ça ne m'avait pas encore fait tilt. On était dans le tournage, voilà, c'était un moment particulier. Et quand on a regardé l'émission à la maison, c'est là que je me suis dit, mince, est-ce que c'est à ce point-là? Est-ce que ça le travaille autant? Est-ce qu'il a aussi peur que ça, finalement, de ce qui se passe? Donc il y avait cette première chose. Et ensuite, on est parti en vacances pendant 15 jours en Corrèze avec les enfants. Et j'ai partagé des moments, donc 24 heures sur 24 avec eux. J'ai adoré ces moments-là, passer avec eux. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et je me suis dit, est-ce que j'ai loupé certains moments par le passé à cause de mon travail? Et là, il fallait prendre une décision. Et la décision, c'était d'arrêter la route. C'était une décision facile à prendre? Non, ça reste un métier passion. Ça a resté un métier pour lequel je me suis battue pour y arriver. C'était un rêve qui s'était accompli et arrêter, c'est pas évident. Mais il fallait que je fasse la part des choses entre ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie d'épouse. Et pour moi, prendre la route, j'aurais culpabilisé de reprendre la route. Je me serais dit, ils sont pas bien à la maison, moi je fais ce que j'aime, j'avais pas le droit de leur imposer ça. Donc, Comment vous avez vécu les premiers mois à la maison? Ça n'a pas été trop pénible? Vous vous êtes pas senti enfermée? Si. Les premiers mois ont été très difficiles, surtout que mon mari, lui, faisait le métier là en plus. Donc il vivait ce que moi j'avais envie de vivre, ce que j'aimais. Et donc, ce que je trouve dur quand même, c'est que vous avez fait ça par amour pour lui. Sans qu'il me le demande. Ça, par contre, je tiens à le préciser. Lui parce continue à faire ce métier-là, mais vous pourriez penser la même chose, vous que... Lui n'aimait pas sa profession. Alors, c'était surtout ça qui était bizarre, parce que finalement, lui continuait le métier là sans aimer le métier. Après, j'ai eu des moments où j'ai beaucoup pleuré. On a énormément discuté. Je suis venue parfois avec lui dans le camion aussi pour trouver un peu un placebo à la passion là. Et voilà, c'est à force de discussion que finalement j'ai réussi à remonter la pente et de le voir rassurer, de voir que mes enfants appréciaient le fait que je sois à la maison aussi. Et vous pouvez pas alterner, faire une semaine sur deux? Une semaine vous prenez le camion et l'autre semaine c'est lui? Non, ça peut pas marcher. L'employeur qui fait ça, c'est pas forcément évident. Et puis bon. Il faut se dire, en plus, avec 4 ans en France, c'est vrai qu'il faut quand même 2 salaires, voilà. Donc, non, je pense pas que ça aurait été quelque chose de possible. Et puis, lui, il n'était pas bien quand j'étais sur la route. Il avait peur. Je me suis fait agresser une fois. Je travaillais énormément de nuit. Je me suis fait agresser. Il avait peur que ça se reproduise. Donc, Alors, depuis, vous avez quand même fait une petite dernière. Oui, tout à fait. On a eu Nolwenn en juin 2011. Vous en êtes où aujourd'hui avec votre mari? On a eu des étapes
très difficile, notamment avec la naissance de Nolwenn, qui est née avec une malformation, un spina bifida. Et on ne savait pas si elle allait pouvoir marcher, si elle allait pouvoir être propre un jour, etc. Donc c'était une période très difficile pour nous. Ça nous a séparés. Ça nous a séparés. On était en instance de divorce pendant 9 mois. On n'a pas vécu la chose de la même manière. Et au bout de 9 mois, quand Nolwenn a commencé à marcher, l'évolution était positive, on s'est retrouvés. Et depuis, en fait, tout va bien. C'est que du positif. On s'est retrouvés, on s'est reconstruits. On a réappris à vivre ensemble avec nos enfants, donc à une vie de famille épanouie. Pensez à ne pas vous oublier quand même, vous? Oui. Disons que j'essaie de prendre du temps un peu pour moi. C'est pas toujours chose aisée, mais peut-être que vous reprendrez la route un jour. Je ne sais pas. Peut-être quand les enfants seront beaucoup plus grands, on verra. C'est la vie qui nous le dira. Pour le moment, je ne sais pas. Bon. Eh bien, bravo pour ces choix et des choix, je trouve, très altruistes. Mais il ne faut pas vous oublier, quoi. Hein ? Non. Votre témoignage donnera sans doute de l'espoir à toutes celles et tous ceux qui hésitent à changer de vie. Je vais maintenant vous demander à tous les trois de signer le grand livre de l'histoire continue. On va commencer avec vous, Anthony. Vous allez peut-être faire un bébé, non, tous les deux à un moment donné? Non? Oui. Ouais, c'est en projet. Ce sera l'étape 2014. 2014, vous reviendrez nous le dire. Voilà, merci en tout cas d'être revenu nous voir. Merci, je me réjouis pour vous. Merci de votre confiance, merci pour vos témoignages et bon après-midi sur France 2. Merci beaucoup. Elles se sont retrouvées au cœur d'un lourd secret. Mon papa n'était pas mon père biologique. Lorsque j'avais 14 ans, j'ai une histoire d'amour avec l'un de mes professeurs au collège. Et du jour au lendemain, la vérité a éclaté. C'est difficile d'annoncer ça à un enfant qu'elle est conçue par insémination artificielle par donneur. Une fois, je me suis disputée avec ma maman. Je l'ai vue avec mon journal intime, où j'avais tout écrit du début à la fin. Et une fois le silence rompu... Révéler certains secrets, c'est pas toujours négatif. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Il a fallu autant d'années pour que je me reconstruise toute seule. Et enfin, je peux tourner la page.